Mesdames, Messieurs, bonsoir. Direction le Moyen-Orient, au moment précis où un cessez-le-feu est censé contenir l'escalade, des frappes iraniennes ciblent les Émirats arabes unis. Cette agression remet en question la solidité de la trêve et la crédibilité des engagements sur le terrain. À Foujaïra hier, l'attaque condamnée d'ailleurs par la communauté internationale sur un hub énergétique stratégique relance immédiatement le risque sur les flux mondiaux. À Téhéran, le président Pezeshkian qualifie l'escalade de folie et évoque des conséquences, je cite, irréversibles. Et cette prise de distance rare entre la présidence et les gardiens de la révolution dévoile au grand jour une fracture interne en Iran. L'armée américaine se tient, elle, prête à engager des opérations majeures. D'ailleurs, le dispositif déployé s'élargit. 2 destroyers américains franchissent le détroit d'Ormuz après avoir repoussé des tirs iraniens. Le porte-avions USS George Bush se positionne en mer d'Arabie et la stratégie américaine semble tabler maintenant sur une couverture globale du détroit, une espèce de parapluie militaire qui combine mer, air et drone. Sur le plan diplomatique, cette fois, les discussions entre Washington et Téhéran restent au point mort. Et en parallèle, un canal s'active cette fois vers Pékin. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'y rend d'ailleurs aujourd'hui pour coordonner la position iranienne avant un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. En arrière-plan, la Chine, justement, ajuste ses intérêts. Et si l'Iran reste un partenaire énergétique et stratégique pour Pékin, l'instabilité actuelle fragilise cet atout. La question d'actu, c'est l'avenir de ce cessez-le-feu qui figure certes dans les communiqués, mais en réalité, la réalité se joue dans le détroit d'Ormuz et dans une fracture interne iranienne. Qui peut encore décider de la suite ? Éléments de réponse et d'analyse en compagnie de nos invités ce soir. D'abord avec moi en plateau, l'expert en relations internationales, Hafed Boutal. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est à vous d'être parmi nous et un plaisir aussi d'accueillir depuis Paris le politologue et professeur de droit, professeur Christophe Boutin. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, très heureux d'être avec vous. Merci. Et depuis Vancouver avec nous l'expert en stratégie politique, Moulay Hichem Mouatadid. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre à nous dans Question. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors messieurs, première question, c'est cette attaque, c'est cette agression, énième agression sur les Émirats arabes unis qui, rappelons-le, viennent d'annoncer la réouverture totale de leur espace aérien. Et voilà que des missiles iraniens s'abattent sur Foujaïra. Comment expliquer ces frappes malgré le cessez-le-feu annoncé ? Hafed Boutal. Eh bien, on voit bien que les deux parties aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou l'Iran, cherchent à renvoyer l'image de qui contrôle effectivement le détroit. Les Iraniens veulent renvoyer cette image-là, qu'ils ont la haute main sur le détroit et qu'ils sont ceux qui décident le tempo de cette crise. Récemment, un des conseillers du président des Émirats arabes unis, Anwar Karkash, a déclaré que les batteries antiaériennes fonctionnaient très bien et que l'alliance avec les États-Unis était inquestionnable et qu'elle est le socle sur lequel se construit la défense des Émirats arabes unis contre cette agression. Donc on voit bien que les Iraniens, finalement, en cherchant une posture maximaliste, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est renvoyer l'image qu'ils ont vaincu la première puissance économique mondiale, la première puissance militaire mondiale, mais avec cette posture maximaliste, ils sont en train de pousser ces pays du Golfe, notamment les Émirats, après cette décision historique de se retirer de l'OPEP, à se rallier et donner force à l'action politique derrière cette action militaire à partir de Washington. Donc les Émirats aujourd'hui vont aller à la rescousse de Donald Trump sur le terrain politique à Washington pour renforcer cette présence militaire américaine dans la région si l'on tire les conclusions de cette déclaration du conseiller stratégique de Mohammed Ben Zayed. Et donc les Iraniens aujourd'hui, en adoptant cette posture maximaliste, en voulant refléter cette image de puissance face aux États-Unis d'Amérique, risque justement
de tirer les États-Unis vers le terrain militaire et les sortir du terrain politique sur lequel était, surtout depuis le cessez-le-feu il y a un mois, cette crise. Et donc sur le terrain militaire, c'est là où le point d'interrogation, comment les États-Unis risqueraient-ils de réagir et quelle serait la position du Sénat, c'est ça, et du Congrès en général, c'est ça les vraies questions qui se posent aujourd'hui face à cette escalade assez surprenante puisque les discussions semblaient quand même aller vers un terrain commun. C'était pas vraiment. Des hauts et des bas, c'est vrai, des hauts et des bas. Plus de bas que de hauts. Très difficile de lire et d'analyser cette négociation en cours entre les États-Unis et les Iraniens, très complexe avec des informations contradictoires. Mais au moins, on espérait qu'il y ait une détente durable. Et aujourd'hui, il y a un point d'interrogation, même sur cette détente sur le terrain qui avait été observée depuis le cessez-le-feu. Et en effet, on détient très peu d'éléments sur ces négociations, sur ces discussions entre Washington et Téhéran. Il faut aussi rappeler le contexte. Avant de voir vraiment la perspective purement américaine, j'aimerais bien avoir votre son de cloche, professeur Boutin, sur la logique stratégique derrière cette attaque sur Al-Fujairah, en sachant qu'elle intervient au lendemain de l'annonce par les États-Unis de cette opération baptisée Project Freedom, qui vise justement à forcer la réouverture du détroit d'Ormuz. Et voilà que les Iraniens attaquent le port de Fujairah, ainsi que les installations pétrolières, bien évidemment. Professeur Boutin. Et vous avez tout à fait raison de lier les deux. Effectivement, je rappelle la situation. La situation, c'est que l'Iran veut bloquer le passage du détroit d'Ormuz et qu'en échange, si je puis dire, les Américains essayent de faire un blocus de l'Iran. Les Américains ont, dans le cadre de l'opération Project Freedom, que vous évoquez très justement, viennent de faire passer un bâtiment de transport, un bâtiment de chez Maersk, qui était encadré par des destroyers américains et qui a franchi le détroit d'Ormuz. Le bâtiment, il y a eu des tirs de la part des Iraniens, mais les Américains eux-mêmes considèrent que ces tirs ne correspondent pas véritablement à une rupture du cessez-le-feu. C'est ce que vient de dire dans une déclaration publique le secrétaire d'État à la Défense américain. Donc, on a vraiment ici un objectif pour forcer le blocage, si je puis dire, de la part des États-Unis, qui, par ailleurs, il faut le dire, viennent de s'emparer d'un cargo iranien et de prendre le contrôle de ce cargo iranien. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'attaque faite par des missiles sur le port des Émirats arabes unis de Fayjoula, qui est un port important car il permet, lui, de contourner le détroit d'Ormuz. Oui. Il permet d'acheminer du pétrole de la partie, si vous voulez, nord du détroit jusqu'à la partie sud grâce à un pipeline qui avait été fait d'ailleurs à l'époque de la guerre Iran-Irak. Donc on voit que c'est le contournement du détroit, c'est les appuis donnés aux USA, notamment aux avions américains par les Émirats arabes unis, par leur base. C'est aussi la pression faite par les Américains que vous évoquiez avec Project Freedom. Ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en contexte de manière globale et non pas se focaliser sur un seul d'entre eux. Absolument. Project Freedom, en quelques chiffres, ce sont 15 000 soldats américains déployés, des destroyers, l'aviation, des capacités sous-marines, des drones. Résultat, 6 à 7 vedettes iraniennes détruites, interception de missiles et drones iraniens, on n'a pas le chiffre exact. Et bien sûr, vous l'avez évoqué à l'instant, professeur Boutin, il s'agit aussi de ce navire de Maersk qui a réussi donc à forcer le blocus iranien. Les États-Unis s'engagent donc à escorter les navires marchands américains à travers le détroit d'Ormuz, un détroit qui, dans son point le plus petit, on va dire, de ce détroit, 30 il parle de 33 km. 33, ouais, voilà. Alors, Hicham Mu'tadid, parlons stratégie toujours. Quelle doctrine américaine se dessine actuellement? À l'instant, on a parlé du secrétaire d'État à la Défense ou à la guerre, Pete Hegseth, qui a donné une conférence de presse aujourd'hui. Alors, je vais citer quelques extraits de ces déclarations. Il y a certaines actions que les gardiens de la révolution iranienne entreprennent parfois qui dépassent les limites de ce que les négociateurs iraniens pourraient souhaiter. C'est le rôle de ramener cela dans le cadre et finalement de créer les conditions pour un accord. Alors, sur une question où un journaliste l'interpelle s'il y a encore des inquiétudes concernant les mines dans le détroit et s'il pouvait clarifier ses rapports
sur aussi, on parle de dauphins kamikazes dont on a entendu parler. Tous les moyens sont bons, sont utilisés. Hexet qui répond: je ne peux ni confirmer ni infirmer si nous avons des dauphins kamikazes, mais je peux confirmer qu'ils n'en ont pas. En fin de compte, toute opération de suivi, si des mines sont identifiées, serait quelque chose que certains de nos unités pourraient entreprendre. Donc aujourd'hui, clairement, est-ce que effectivement les États-Unis changent de doctrine et sont en train de déployer un véritable parapluie sur le détroit d'Ormuz? Je pense que Washington, en fait, cherche à imposer la liberté de navigation sans déclencher une guerre totale. C'est ce qu'on a pu remarquer, en fait, durant ces dernières heures, ces derniers jours. En fait, comment la stratégie américaine a essayé de tempérer, en fait, le climat de confrontation. Et aussi, c'est comme si ils hésitent encore si ils allaient aller de l'avant pour vraiment vers une opération militaire un peu plus large, plus profonde, comme ils le disent en fait à travers les différentes interventions. Bien, ils ont encore espoir en fait dans une démarche diplomatique entre les pourparlers. Et je pense que l'opération Projet de Liberté en fait est autant militaire que symbolique, tel qu'il a été annoncé par les Américains, et Washington veut internationaliser la sécurité en fait du détroit en invitant en fait l'ensemble des pays concernés par le détroit de s'impliquer, au moins d'aider Washington à intervenir ou à stabiliser ou au moins à libérer en fait le passage dans ce détroit. Le message est clair, je pense, de la part de Washington: protéger le commerce mondial est une ligne rouge en fait aujourd'hui, au moins à l'heure où on parle, et comme il a été en fait mentionné par les responsables militaires des Américains. Mais la menace en fait de réponse dévastatrice montre que l'escalade reste prête et que Washington envoie un message clair que les Américains sont prêts vraiment à s'engager militairement si les pourparlers diplomatiques n'arrivent pas à trouver un équilibre géostratégique entre Washington et Téhéran. Un équilibre géostratégique, si toutefois il y a un équilibre à trouver, mais point intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire que l'attaque sur Foujaïra hier n'était qu'un début. Il y a eu aussi aujourd'hui des missiles, des drones qui ont été interceptés dans le ciel des Émirats arabes unis et Hicham Mouatadid. Pourquoi cibler une nouvelle fois les Émirats arabes unis? Pourquoi cette agression sur ce pays du Golfe, en sachant que si on revient depuis 66 jours, sans compter la trêve, eh bien, c'est le pays qui a reçu le plus d'attaques de missiles et de drones iraniens de toute la région, voire même pour certains plus que sur Israël. Et pourquoi on n'entend plus parler d'Israël d'ailleurs? Pourquoi il n'y a pas d'attaque sur Israël et il y en a sur les Émirats arabes unis? C'est une question qui interpelle. Je pense d'abord que pour les Émirats arabes unis, en fait, reste la cible la plus stratégique et la plus, en fait, sensible aussi dans la stratégie iranienne, aussi dans la région. Et ils savent très bien que les Émirats arabes unis est l'un des alliés, en fait, les plus privilégiés, en fait, de Washington dans la région. Et ils veulent aussi, à travers les Émirats arabes unis, envoyer un message clair qu'on peut cibler en fait des zones parmi les plus stratégiques en fait dans la région pour stabiliser ou déstabiliser en fait la conjoncture géopolitique et aussi économique et financière dans la région. Et je pense que le choix n'est pas anodin, mais c'est un choix stratégique bien calculé parce que le plus qu'on frappe en fait les Émirats arabes unis, cela en fait constitue une vitrine aussi médiatique au niveau international parce que c'est l'une en fait c'est l'un des endroits en fait qu'on utilise pour faire passer le message médiatiquement au niveau international pour dire qu'on est capable de cibler les points les plus stratégiques et les plus aussi financiers et économiques qui peuvent avoir un impact direct et colossal sur l'équilibre géopolitique dans la région. Une chose est sûre, que ces défenses aériennes émiraties ont fait face encore une fois aujourd'hui à des attaques de missiles et de drones en provenance de l'Iran.
D'ailleurs, le ministère de la Défense a confirmé que les sons qui ont été entendus tout au long de la journée étaient justement le résultat de l'interception par les systèmes de défense aérienne émiratis des missiles balistiques, des drones et des avions sans pilote. Et il faut rappeler Hafez Boutaleb, il faut rappeler aussi la position du président iranien par rapport à ces attaques. Il n'est pas d'accord, ce président iranien. On ne sait pas la confusion, on ne sait pas qui a les cartes, qui vraiment détient les manettes surtout. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a la télécommande qui appuie sur le bouton finalement. Le guide suprême est toujours n'a toujours pas apparu. Voilà, il n'est toujours pas apparu depuis son élection par le comité des sages. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a des interrogations même sur son état de santé. Très rapidement, juste sur Fujairah, c'est le plus important port des Émirats qui se trouve à l'extérieur du détroit d'Ormuz, sur la mer d'Oman. Donc ça aussi, ça explique la volonté des Iraniens d'harceler un peu les infrastructures énergétiques, les verrous énergétiques stratégiques un peu partout sur la région pour montrer qu'ils ont la haute main. Et aujourd'hui, c'est une question de survie. Je reviens très vite après en Iran, mais c'est une question de survie géopolitique, géostratégique pour les États-Unis, de démontrer que l'approvisionnement énergétique mondial ne dépend pas de la dissuasion des Iraniens au niveau du détroit d'Ormuz, mais de leur dissuasion à eux, de leur capacité militaire à eux et de leur capacité à pouvoir sécuriser ce détroit. Donc cette mission Project Freedom, elle est une première étape pour une guerre totale dans la région si jamais les États-Unis échouent. Ils ne reculeront pas, ils ne peuvent pas trouver, à moins que les Iraniens eux-mêmes reculent. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer la position du président iranien et de l'élite civile au pouvoir, entre guillemets, en Iran, qui s'interroge sur les choix stratégiques adoptés par les gardiens de la Révolution, notamment le nouveau guide suprême qui est issu de l'école des gardiens de la Révolution, qui est le fils de l'ancien guide suprême, donc Mojtaba Khamenei, et qui n'est peut-être pas aligné sur la vision, sur la perspective que peuvent avoir un pouvoir civil, un pouvoir élu par les urnes, incarné par Massoud Pezeshkian, par Bagher Ghalibaf, qui, eux, souhaitent une pérennité et comprennent les équilibres et sont hors d'un cadre idéologique ou religieux pour expliquer les événements en cours. Donc on est en droit de s'interroger sur qui est vraiment aux manettes, comme vous le disiez, Khadija, et s'interroger aussi dans quel état est véritablement le nouveau guide suprême, qui est à ses côtés. On peut comprendre que Mojtaba Khamenei, dans ces contextes-là, reste dissimulé, parce que tout ce que vous montrerez sera retenu contre vous. Pour reprendre cette phrase un peu de ce qu'on voit dans les films américains, c'est vrai que n'importe quel indice, même une ombre ou un bruit, peut constituer un élément sur lequel peuvent se fonder les intelligences artificielles pour détecter la localité de la personne recherchée, en l'occurrence Mojtaba Khamenei. Donc on peut comprendre qu'il reste dissimulé, qu'il ne réponde que plusieurs jours après pour ne donner aucun indice sur le lieu où il est caché, seulement maintenant son état de santé mentale et sa vision, sa perspective de l'avenir de l'Iran, est-ce qu'elle est celle portée par ce pouvoir civil, cette vitrine que l'on voit, qui est incarnée encore une fois par Massoud Pezeshkian, Bagher Ghalibaf et Abbas Araghchi, ministre étrangère. Et on sait très bien que quand Abbas Araghchi avait déclaré le cessez-le-feu, elle avait déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert, des agences de presse iraniennes comme Tasnim, qui sont proches des gardiens de la Révolution, l'avaient accablé et l'avaient rappelé à l'ordre de manière très agressive, en employant des mots assez durs à son encontre, entre deux figures, en tout cas entre deux institutions du régime, que sont les ministères des Affaires étrangères et les gardiens de la Révolution. Mais qui négocie du coup alors est-ce que la partie qui négocie est elle-même qui prend la décision militaire iranienne aujourd'hui? Malheureusement, il n'y a plus véritablement de négociation aujourd'hui. C'est juste des déclarations sur les médias qui sont corrigées ou refaçonnées, on va dire. Il n'y a plus véritablement de contact entre Washington et Téhéran. Donc quand le président iranien parle de solutions politiques comme seule issue à ce conflit... Peut-être qu'il s'adresse au leadership en Iran. Il ne s'adresse pas au leadership aux États-Unis. Très bien.
J'aimerais bien avoir votre lecture, professeur Boutin, sur comment vous interprétez cette fracture interne iranienne actuelle et aussi quel scénario de guerre accidentelle à envisager après ces attaques répétées, ces agressions répétées, notamment sur les Émirats arabes unis, grand allié aujourd'hui des Américains dans la région Middle East, Moyen-Orient. Oui, effectivement. C'est vrai que Washington, ici, ça vient d'être dit très, très justement, Washington joue une carte importante. Washington doit démontrer qu'il est capable de garantir les flux énergétiques, des flux énergétiques essentiels, puisque c'est à peu près, donc, vous savez, 20% du pétrole qui passe par Hormuz. Fadjoula, qu'on a évoqué à l'instant, c'est 1,7%, c'est pas quelque chose de négligeable non plus. Ça permettait effectivement de réguler un petit peu les choses, et l'attaque sur Fadjoula a immédiatement fait monter le prix du Brent, ce qui est tout à fait logique. Donc les États-Unis veulent essayer de montrer qu'ils sont encore les gardiens de la sécurité énergétique mondiale, ou qu'ils peuvent être les gardiens de la sécurité énergétique mondiale, et qu'ils peuvent ne pas céder au chantage, à ce qu'ils appellent le chantage iranien, qui passe ici par le blocage du détroit d'Ormuz. Maintenant, sur les divisions internes au sein de l'Iran, il est très difficile d'en savoir plus actuellement. La lecture du paysage politique iranien, un paysage politique qui, on le sait, a été, si je puis dire, refaçonné par les Américains par la suite d'attentats qui sont faits initialement, les morts initiaux quand ils sont décapités, ou ils ont cru décapiter l'exécutif iranien. On s'est rendu compte qu'il n'en était rien, même si effectivement le guide suprême n'est pas présent actuellement, même si on ne connaît même pas son état de santé réel, il n'en reste pas moins que le système iranien, qui est un système qui a été pensé pour cela, pour pouvoir justement continuer à fonctionner s'il y avait une frappe majeure sur les dirigeants, le système iranien continue de fonctionner. Ce système iranien n'est pas prêt, lui non plus, à laisser, à céder. Il y a un enjeu ici essentiel, un enjeu de pouvoir sur la scène locale et y compris sur la scène internationale. Et vous évoquiez tout à l'heure, en introduisant au sujet, la place de la Chine et le fait que la Chine va peut-être pouvoir ici jouer un rôle pour, pourquoi pas, ramener à une table des négociations et les USA d'une part et le régime iranien d'autre part, qui, pour l'instant, font de grosses démonstrations de force sans aller jusqu'à la déclaration de guerre. Le secrétaire d'État américain a dit qu'actuellement, on était toujours dans le cadre du cessez-le-feu, que les tirs qui avaient eu lieu contre les destroyers américains ne brisaient pas le cessez-le-feu. Absolument. Il a d'ailleurs utilisé un terme très particulier, Pete Hegseth, en parlant vraiment de disruption majeure, je vais le retrouver, mais qui ne parle pas de le cessez-le-feu est toujours en vigueur, qu'il faut être prudent, mais regarder attentivement les actions, et que l'état-major des armées américaines pourrait reprendre des opérations majeures de combat, si l'ordre était donné. Oui, Hafez Boutin. À ce titre, je rebondis sur ce que vient de dire le professeur Boutin. Une des raisons pour lesquelles le secrétaire à la guerre évite d'employer, en tout cas de décrire la situation comme un retour aux hostilités, c'est parce qu'il y a là la contrainte du Sénat et du Congrès, c'est-à-dire que étant arrivé à 60 jours de ce délai, le fameux délai, c'était donc le 1er mai, Donald Trump doit chercher donc l'approbation du Congrès pour continuer cette guerre. Et la réponse de Donald Trump, qui était un peu floue, faisait référence au cessez-le-feu en cours depuis début avril, comme preuve qu'il n'y a plus d'hostilité, qu'il n'est donc pas nécessaire d'aller chercher cette Authorization of Use of Military Force, AUMF, que doit délivrer le Congrès pour pouvoir donner une base légale à cette action menée par la Maison-Blanche. Et donc là-dessus, les États-Unis risquent pendant quelques jours de faire, en tout cas, de fermer les yeux face à ces exactions iraniennes pour ne pas avoir à décrire. Mais si évidemment l'escalade va plus loin, et les Iraniens donneront l'argument à Donald Trump pour aller chercher l'onction démocratique du Congrès. Parce que le Congrès, donc les citoyens américains, sont très préoccupés aussi par l'inflation.
Il faut dire que le baril flambe, les prix à la pompe aussi, les prix à la consommation de manière générale aussi. Hicham Ouattadid, quels impacts immédiats sur les marchés pétroliers aujourd'hui après cette attaque hier sur Al-Fujairah qui reste quand même un hub stratégique en dehors du détroit d'Ormuz et il faut le souligner. Est-ce que les marchés ont réagi ou ils restent prudents? En fait, je pense que le véritable champ de bataille est énergétique et commercial, comme vous l'avez mentionné, beaucoup plus militaire. C'est vrai que la façade cachée, ça reste militaire et que l'objectif vraiment est d'essayer de faire ou au moins d'atteindre des dégâts militaires pour ramener l'adversaire à négocier et à trouver une feuille de route en fait convenable, que ce soit à Washington, à Téhéran, mais c'est-à-dire le véritable en fait champ de bataille est énergétique et commercial, c'est ce qu'on a observé depuis déjà quelques semaines et qui sont en fluctuation permanente. En fonction en fait des déclarations des responsables politiques américains, mais aussi des responsables militaires des deux côtés. Et je pense que chaque tension en fait à Hormuz en fait impacte immédiatement les marchés et aussi le pétrole devient une arme stratégique et c'est ce que Washington a bien compris et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le choix vraiment de lancer cette opération de liberté pour qu'il puisse un peu donner une certaine flexibilité au marché économique et financier pour que le consommateur ou les acteurs au niveau international ne soient pas durement touchés malgré que le consommateur ou le citoyen a commencé à sentir en fait ces effets, ces impacts depuis quelques jours déjà. Et je pense que l'Iran cherche à peser sur les prix mondiaux pour forcer en fait des concessions. Donc il y a ce qu'on appelle un enjeu ou un jeu iranien en fait de peser sur les prix mondiaux, mais aussi de l'autre côté en fait il y a la pression militaire américaine pour ramener les Iraniens à une négociation. Donc qui va gagner ou bien qui va vraiment permettre de trouver cet équilibre géostratégique, c'est ce qu'on va suivre en fait pendant les prochains jours. Et je pense que les Américains eux veulent éviter un choc économique global parce que c'est pas en fait dans leurs intérêts et c'est pas aussi dans l'intérêt en fait des rapports de force que Washington tient jusqu'à présent en gérant cette crise militaire dans cette région du globe. Oui, il y a cette crise, il y a des pressions aussi sur d'autres acteurs influents. Vous avez parlé de la pression américaine qui, eux aussi, à leur niveau, mettent aussi leur pression en faveur d'un cessez-le-feu parce que leurs intérêts pourraient être touchés. Là, je fais clairement référence à la Chine. Les intérêts énergétiques chinois sont-ils aujourd'hui menacés? Évidemment. La Chine s'approvisionne de l'Iran. Elle n'a pas eu le temps en 2 mois de diversifier ses routes d'approvisionnement et ils sont obligés de chercher l'apaisement dans la région pour pouvoir maintenir les taux de croissance qui sont vitaux pour le pouvoir, le régime installé en Chine, pour continuer cette dynamique de croissance que l'on connaît à ce pays depuis plus de 3 décennies aujourd'hui. Est-ce que Pékin arbitre la relation Washington-Téhéran? Oui, évidemment, oui. Il y avait une rencontre au sommet prévue entre Xi Jinping et Donald Trump. Elle a été reportée en perspective de retour au calme dans la région. Et donc les Chinois souhaitent un retour au calme dans la région. Maintenant, le régime iranien se méfie de tout le monde, il faut bien le comprendre, y compris des proches alliés. Et les Chinois vont être mis au même diapason que d'autres interlocuteurs lorsqu'il s'agit de s'approcher directement du guide suprême ou de pouvoir négocier directement avec le guide suprême. Donc ce n'est pas parce que c'est la Chine qu'ils auront plus accès à Mujtaba Khamenei, et c'est lui qui détient aujourd'hui l'essentiel de la décision. Et cette opacité de la prise de décision en Iran pèse, et c'est volontaire, parce que les Iraniens veulent que ce détroit paraisse comme dangereux, comme trop cher, et imprévisible, pour pouvoir continuer à jouer avec ce levier géopolitique qui est le détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas intérêt à envoyer une image d'apaisement. Et donc, en tout cas, pour le leadership militaire qui est au pouvoir aujourd'hui en Iran. Parce que c'est un leadership qui s'est construit sur l'idée d'une confrontation avec Israël sur l'aspect régional, mais aussi avec les États-Unis à l'international. Et donc, aujourd'hui, l'interrogation, c'est à qui profite le crime. Aujourd'hui, est-ce que au départ, on était dans une volonté d'atteindre le politique ou la dimension politique de cette crise en affaiblissant l'aura
ou la projection de puissance des États-Unis. Maintenant, cet objectif a été atteint. Quelle est l'idée derrière continuer ce blocage? Qu'est-ce que cherchent les Iraniens véritablement? Et là-dessus, on a l'impression qu'ils sont en train de forcer les États-Unis à aller sur une intervention directement terrestre, sur des îles comme Keshm ou même sur des ports comme Bandar Abbas. Et c'est une intervention comme celle-ci à qui elle profiterait au sein du régime en Iran, à Téhéran. Et est-ce que les Iraniens pourraient survivre à une telle intervention si l'affrontement se musclait, si des îles comme Karg venaient à être anéanties avec des infrastructures vitales pour le régime iranien? Vers où se dirige cette crise? Ça, c'est un véritable point d'interrogation. Et est-ce que, finalement, nous ne sommes pas là dans une logique irrationnelle, puisqu'il faut rappeler que nous avons affaire à des acteurs irrationnels quand il s'agit du sommet du pouvoir en Iran, le guide suprême, qui tient sa légitimité d'une interprétation religieuse tout à fait discutable, et aussi des dirigeants israéliens de la droite dure au pouvoir aujourd'hui en Israël, qui est quand même assez messianique et qui est aussi irrationnel. Donc nous sommes plus forcément dans une interprétation logique et rationnelle. Aussi, ils ont quand même, on l'a rappelé la semaine dernière, ils ont quand même sécurisé 700 km au sud Liban qu'ils occupent, et je ne les vois pas se retirer demain ni après-demain. Mais on ne voit pas l'Iran essayer de rétablir l'ordre dans le sud Liban. Le fait est que c'est l'Iran qui est responsable de cette occupation du sud Liban aujourd'hui, indirectement, parce qu'elle a forcé le Hezbollah, ou elle a demandé au Hezbollah d'agir en représailles à la mort d'un chef d'État étranger qui était Ali Khamenei, hors de ce qu'était l'agenda du pouvoir à Beyrouth, et on le sait très bien, incarné par Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. Et donc, aujourd'hui, oui, l'Iran est responsable évidemment avec l'idéologie expansionniste de Tel Aviv, mais on la connaît. Il ne lui fallait qu'un prétexte. Les Iraniens étaient là pour fournir le prétexte. Et aujourd'hui, ils doivent se retirer de ce théâtre-là, en tout cas de ce théâtre de bataille entre l'Iran et le Liban, parce qu'ils n'ont plus de cartes à jouer là-dessus, et ils doivent assumer un échec. Et ils ne souhaitent pas l'assumer, donc ils vont mettre le focus sur Hormuz, et bien évidemment au plus grand bonheur de Tel Aviv, qui se trouve garanti d'un territoire équivalent à 2 fois la superficie de Gaza au sud du Liban. Et c'est au plus grand bonheur aussi des Chinois, parce que c'est parmi les choses qu'offre l'Iran à la Chine. Ce sont ces proxys qui déstabilisent les États-Unis et leurs alliés, nommément Israël. Je voudrais revenir sur le rôle de la Chine et sur cette coordination Chine et Iran, en sachant que ça n'arrange pas. Vous parliez à qui profite le crime. Professeur Boutin, est-ce que ça profiterait aux Chinois? Est-ce qu'un retour au calme profiterait aux Chinois? Est-ce qu'un affaiblissement de l'Iran profiterait aux Chinois? Auquel cas, comment Pékin peut tirer les ficelles en sa faveur dans ce dossier? L'affaiblissement géopolitique de l'Iran en tant que tel ne profite pas nécessairement à la Chine. Ce que la Chine recherche en Iran, c'est l'approvisionnement énergétique. Mais la Chine n'est pas la seule actuellement à souffrir, même si effectivement le pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz est un pétrole qui va peut-être plus à destination de l'Asie que de l'Europe. C'est actuellement tout le système économique mondial qui est impacté par le blocage du détroit d'Ormuz. C'est tout le système énergétique qui est impacté, mais au-delà, ce sont les engrais, ce sont les plastiques, ce sont les dérivés pétroliers qui vont être dans les mois qui viennent très lourdement impactés, pas uniquement en Chine, mais bel et bien sur l'ensemble de la planète, en tout cas dans tous les sites de production qui ont besoin de ces éléments, qui ont un besoin vital de ces éléments. On va connaître en Europe, très vraisemblablement, et sur une partie du Maghreb, sur des zones africaines, on va connaître des inflations qui risquent d'être des inflations importantes. Si on a une chute des possibilités d'utilisation des engrais, comme ça semble être le cas dans les prévisions qui sont faites, on risque d'avoir des problèmes, alors pas directement de famine, mais au moins de malnutrition. Bref, la Chine n'est pas ici la seule impactée. Et on voit bien comment ici, il y a vraiment un enjeu très important de leadership mondial. Qui peut jouer, qui à un moment
a le dernier mot sur la garantie, sur la sécurité d'éléments aussi importants que ceux que je viens d'évoquer, le pétrole, les plastiques, les engrais. Qui peut bloquer cela? Les États-Unis ici développent une force aéronavale particulièrement importante. Un troisième porte-avions vient de rejoindre les deux qui étaient présents sur la zone. Cela offre effectivement une possibilité de couverture sur le détroit. Pour l'instant, ça n'offre quand même pas des possibilités d'action terrestre majeure. Et les deux choses doivent être bien différenciées ici. On peut effectivement penser à une couverture de protection qui permettrait éventuellement à Project Freedom de fonctionner et de permettre le passage par des navires civils du détroit. Aller au-delà me semble actuellement très délicat. Hicham Mouattadid, quelle capacité, justement, puisqu'on parle de ça, militaire américaine est disponible aujourd'hui? Je pense en fait que les États-Unis montrent leur capacité à sécuriser les routes maritimes à travers vraiment une présence quand même, disons-le, forte, avec une présence en fait très bien calculée et aussi avec des prévisions militaires qui pourraient leur permettre d'intervenir lourdement avec une force dès qu'ils recevront en fait le signal ou le feu vert pour ça. Et déjà le responsable militaire avec le ministre en fait le chargé du département militaire en fait ont déjà exprimé lors de leurs interventions hier. Ils ont dit qu'on est prêt et on est prêt à intervenir dès qu'on a le feu vert et on a mis à disposition toutes les capacités militaires possibles pour intervenir selon en fait la stratégie et la vision voulue par Washington. Et je pense que l'Iran teste en fait les limites de cette situation jusqu'à présent. C'est ce qu'on a observé depuis le début de cette semaine. Elle essaie de tester et aussi de provoquer, ça ne serait que timidement en fait, la présence militaire américaine pour qu'ils puissent savoir jusqu'à où ils pourraient prendre la décision d'aller et de créer une certaine anarchie militaire dans la région qui leur permettrait d'imposer leur mot politique. Et je pense que chaque interception en fait, de missiles ou de drones est un message aussi stratégique de la part des Américains dans la région. Donc, à mon sens, je pense que la guerre devient une démonstration permanente de capacité et la dissuasion repose sur la crédibilité de la riposte. Et cela, jusqu'à aujourd'hui, les Américains l'ont prouvé. Et aussi, le déplacement et la présence de l'arsenal militaire dans cette région aussi indiquent que les Américains ont une forte présence qui leur permettra à la fois de négocier, de mener en fait des négociations diplomatiques en fait sous pression militaire, mais aussi de sécuriser, s'ils le veulent, jusqu'à certains points en fait le passage dans le détroit d'Ormuz et aussi de protéger leurs alliés par un certain nombre d'interventions en fait, tactico-militaires en fait, dans la région dans le cadre en fait, de ce pacte d'alliés entre eux et les alliés dans la région. Alors, cette déclaration aussi a commenté, si vous le voulez bien, messieurs, de Donald Trump. Sans les US, l'Iran s'en serait pris à l'Europe. Je pense que c'est exagéré. Mais en tout cas, dans un court terme. Je ne pense pas que les Iraniens planifiaient, à court ou moyen terme même, des attaques de drones ciblant des infrastructures européennes, même s'il y a eu une attaque contre la base militaire britannique à Chypre, qui techniquement fait partie de l'Union européenne. Mais ça reste limité. Cela étant, l'idéologie qui est aujourd'hui installée à Téhéran, c'est l'idéologie de Wilayat al-Faqih, c'est-à-dire une idéologie très hostile qui considère que le monde devrait être gouverné par le guide suprême iranien. Il faut dire, c'est le cœur idéologique, il est là. Et il n'y a pas d'autre... Donc, à terme, oui, l'Iran envisage une confrontation planétaire. Le régime envisage une confrontation planétaire. C'est un régime extrêmement dangereux, surtout aujourd'hui que la dimension militaire a pris le dessus, notamment avec l'arrivée de Mojtaba Khamenei. Déjà, les gardiens de la révolution étaient présents dans tous les segments de l'économie, avec leurs 5 sous-sections, la marine, le Basiji, et ainsi de suite. Ils étaient bien présents, ils ont noyauté l'économie, le pouvoir politique en Iran, et aujourd'hui, ils sont au sommet, incarnés par Mojtaba Khamenei, et donc ils restent très zélés, très radicaux, très extrêmes, et à terme, il est possible qu'ils aient envisagé en secret une confrontation planétaire, mais
encore une fois, à court ou moyen terme, rien de cela. Mais de quelle dimension parle Donald Trump? Justement, on peut peut-être... pense oui, on peut aller davantage dans l'analyse, n'est-ce pas, professeur Boutin, quand Trump brandit cette menace, frôler même cette une extension du conflit, sans les États-Unis, l'Iran s'en serait pris à l'Europe, dixit Donald Trump. Comment comprendre cela? C'est-à-dire, est-ce que c'est une atteinte indirecte? Est-ce que l'Iran pourrait atteindre avec ses missiles de longue portée les territoires européens? Comment, selon vous, faut-il lire cette déclaration du président américain? Écoutez, soyons clairs, une attaque militaire avec des missiles longue portée contre l'Europe, à partir du moment, ça dépend quel pays ça concerne. Je vous rappelle qu'il y a quand même des pays européens qui disposent d'une forme de frappe nucléaire. Donc, vous n'allez pas non plus envoyer des missiles aussi facilement sur un pays qui peut vous faire riposter de manière nucléaire si vous n'avez pas vous-même la bombe. Il y a un côté équilibre des forces ici qui est quand même qui n'est pas là. Non, je pense que les éléments qui peuvent être envisagés, c'est beaucoup plus des éléments de déstabilisation en Europe, des éléments liés au terrorisme, à les actions terroristes, des éléments visant à déstabiliser les régimes, pourquoi pas, mais pas d'attaque frontale, pas d'attaque militaire. En ce sens, l'Iran, d'ailleurs, a su utiliser de manière très correcte des proxys, que ce soit les proxys en Irak, que ce soit les proxys au Liban, que ce soit les proxys au Yémen. De tels proxys en Europe pouvaient tout à fait être envisagés. Commentaire aussi, Hicham Ouattazid, comme ça je boucle le tour de table sur cette déclaration et sur les risques, parlons-en, d'extension du conflit régional. Hicham Ouattazid. Je pense en fait que le risque en fait d'embrassement en fait régional reste incontrôlé jusqu'à présent, et les frappes aux Émirats, comme on l'a abordé au début, montrent une extension en fait du conflit. Et donc, je pense que le Golfe devient un espace de confrontation élargie. Il pourrait encore le devenir si jamais les pourparlers, les négociations n'aboutissent pas vraiment à un accord entre les Américains et les Iraniens, et que chaque incident, en fait, peut déclencher une réaction en chaîne. Et c'est ce qui fait peur, en fait, que ce soit les deux puissances, mais les deux, en fait, adversaires, mais aussi l'esprit international et mondial. Et je pense que les alliés régionaux sont de plus en plus exposés. C'est ce qu'on a au moins observé depuis ces quelques jours. Et on glisse d'un conflit bilatéral à une dynamique en fait régionale, et on veut l'éviter au plus possible. Et je pense que les discussions en fait échouent car les lignes rouges sont incompatibles. On voit jusqu'à présent que ces lignes rouges imposées, que ce soit par Washington d'un côté et de Téhéran de l'autre côté, sont incompatibles. C'est ce qui, en fait, donne beaucoup plus de temps à trouver une solution diplomatique à ce conflit. Et aussi, il faut le mentionner, le nucléaire, en fait, reste le nœud du conflit. Jusqu'à présent, les Iraniens ne veulent pas au moins céder aux demandes de Washington à ce niveau. Et l'Iran, en fait, veut lever les sanctions sans céder sur l'essentiel. Et je pense que ça ne fonctionne pas comme ça dans une discussion, en fait, diplomatique qui se veut au moins responsable pour trouver une solution à ce conflit. Et les Américains veulent un accord structurant et vérifiable, et surtout qui ne leur permet pas de revenir encore une fois sur une table de négociation diplomatique, parce qu'ils veulent en finir avec ce conflit avec des engagements réels, responsables, mais aussi sérieux de la part des Iraniens. Mais paradoxalement, je pense que les deux camps ont intérêt à éviter une guerre totale, parce que ça peut mener la région à une escalade qu'on ne peut pas probablement maîtriser, en fait, au moins à court terme. Oui, non, mais quand on voit que l'Iran avertit face à cette opération américaine de Project Freedom que le bras de fer n'a même pas commencé. C'est le contrôle des éléments de langage et du récit. Les Iraniens ont gagné sur ce plan-là. Ils ont gagné sur la guerre médiatique, il faut le dire. Et c'est vraiment un des atouts du pouvoir en Iran, c'est le contrôle du récit. C'est la propagande. Seulement, en allant sur ce terrain-là, ils sortent du terrain de la guerre asymétrique. Jusque-là, ils étaient dans le terrain de la guerre asymétrique. Ils ont été, c'était un coup assez sage de leur part d'aller
sur le terrain asymétrique. On se souvient des Irakiens, par exemple, avec Saddam Hussein. Ils ne sont pas allés sur le terrain de la guerre asymétrique, ils sont allés dans la confrontation directe. Et les 2 fois où il y a eu confrontation directe, ils ont perdu à plate couture. Donc les Iraniens ont bien compris que pour pouvoir enregistrer des gains sur le dos des Américains, il fallait éviter la confrontation directe. Or là, ce sont des déclarations qui indiquent qu'ils considèrent la confrontation directe, c'est-à-dire une confrontation quasiment corps à corps, sur des îles comme Keshm ou l'Arak ou sur le continent. Et là-dessus, à qui cela profiterait? Ça ne profiterait pas aux Républicains, à quelques mois des élections, ça ne profiterait pas à Mujtaba Khamenei qui a besoin de temps pour asseoir son pouvoir. Disons-le, il n'est toujours pas apparu devant les médias. C'est le pouvoir suprême, c'est le guide suprême. Donc le pouvoir le plus important, le plus proéminent en Iran. Et donc il a besoin de temps et de paix, et que le retour au calme aussi. Rappelons qu'avant cette crise, ils ont eu quand même 1 mois et demi de tensions politiques internes avec des milliers de morts. Et donc là-dessus, à qui ça profiterait? Pourquoi cette escalade et pourquoi l'incapacité de trouver un terrain d'entente? Et c'est une escalade verbale qui, comme vient de le rappeler ici Mochadid, c'est vraiment sur le nucléaire. Les Iraniens sont catégoriques, ils ne veulent pas abandonner cette option-là. Et je pense que là-dessus, ça sous-entend qu'ils cherchent véritablement l'option de la bombe nucléaire. Et donc, ça en fait un régime davantage plus dangereux et ça justifierait une intervention d'envergure de la part du Sénat, du Congrès. Ça ne pourrait pas se faire avant les élections. Peut-être. Et donc, en tout cas, tout ça, c'est des conjectures, c'est des scénarios un peu difficiles à prévoir. Et bon, à qui profite le crime, encore une fois, c'est la question. Et à qui aussi profite le crime? Je rappelle encore une fois que les États-Unis, plutôt les Émirats arabes unis, ont subi encore une fois aujourd'hui, comme hier, une salve d'attaques de missiles et de drones. Donc finalement, est-ce que cela signifie la fin de ce cessez-le-feu, Christophe Boutin? Non, en tout cas, personne ne veut réellement parler de fin de cessez-le-feu. Ça a été dit très justement par un intervenant tout à l'heure, celui qui est sur votre plateau, qui a très justement décrit les choses en disant bien qu'actuellement, comme il y a la question des 60 jours et l'éventuel besoin de l'accord du Congrès, personne actuellement ne veut dire qu'il y a une fin de cessez-le-feu. On essaye de maintenir, alors une fiction ou pas une fiction, mais on explique que, bien sûr, il y a eu des tirs contre les destroyers américains, mais que ces tirs n'étaient pas si graves que cela et ne posaient pas de problème majeur. On ne veut pas actuellement repartir dans l'hypothèse de la guerre. Mais derrière, il faut bien voir qu'une partie non négligeable de la communauté internationale appelle les 2 belligérants à calmer les choses et aimerait que les choses se calment, encore une fois, à cause de la crise énergétique, et pas seulement énergétique, que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est vrai que le point de blocage actuellement est toujours sur la question du nucléaire, comme cela a été dit très justement. Il y avait des éléments qui, lors des dialogues qui s'étaient créés sous l'égide du Pakistan, des éléments qui avaient quand même permis de faire avancer les choses. On peut espérer peut-être une reprise sur la base des éléments qui avaient été faits à l'époque quand J.D. Vance s'était rendu aux négociations. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour à la table des négociations? Dernière question en quelques mots, messieurs. Hafed Boutal. Oui, très probablement. Il pourrait y avoir un retour à la table des négociations, toujours sous l'égide du Pakistan, qui est une nation, pour le coup, nucléarisée. Et donc, elle permet un équilibre entre le nucléaire israélien et le nucléaire pakistanais. Il n'y a pas de place pour une 3e nation nucléaire dans la région, surtout pas, en tout cas, le régime iranien, dont on connaît un peu les débilités déstabilisatrices, surtout ici au Maroc. Et on sait qu'ils ont eu, en parlant de détroit, ils ont eu un regard sur le détroit, en tout cas une ambition sur le détroit de Gibraltar. C'est pour ça ce qui pousse les sénateurs américains, très connus comme Ted Cruz, de qualifier le Polisario des Houthis de l'Atlantique. Et il y a une stratégie, une volonté donc de déstabiliser ici au niveau de l'Atlantique, juste en face des côtes américaines, ou plutôt à 6000 km des côtes américaines. Donc c'est un régime qui est dangereux pour pouvoir avoir la bombe nucléaire. Mais ce que proposent les Américains, comme vient de le souligner le professeur Boutin, quand même un accompagnement. C'est vrai qu'il y a eu des avantages, en tout cas il y a eu une avancée au niveau des négociations. Je ne pense pas que ça va rester bloqué sur ces points-là. Les Américains ont même proposé d'accompagner les Iraniens sur le nucléaire civil. Ils ont le droit, comme toute nation, à avoir le nucléaire civil. Toutes les nations n'ont pas nécessairement le droit au nucléaire militaire. Et pour quelle raison? Parce qu'on essaye aujourd'hui de limiter la prolifération nucléaire.
Donc on pousse les nations au contraire à démanteler leurs arsenaux nucléaires, y compris les premières nations dans le monde en termes de tête nucléaire, comme la Russie ou les États-Unis. Et donc ce n'est pas le temps d'aller au contraire vers une escalade comme celle que souhaitent les Iraniens. Donc moi j'appelle de mes voeux qu'il y ait un retour des négociations. Et s'il n'y a pas de retour de négociations, on va peut-être vers l'option d'un conflit larvé de basse intensité où cette mission Project Freedom puisse fonctionner, dans laquelle les navires vont continuer, donc les Américains vont, entre guillemets, libérer le détroit d'Ormuz, hein, mais il y aura toujours une pression sur les prix, une pression sur l'économie mondiale à partir de l'Iran, et l'Iran va continuer à appuyer ou utiliser ce levier-là pour pouvoir faire valoir ses arguments, et donc là-dessus, ce n'est pas nécessairement la meilleure nouvelle pour l'économie mondiale. Un mot de la fin, professeur Christophe Boutin. Oui, bien écoutez, je crois moi aussi qu'on peut retourner à la table des négociations. Je crois que les deux ne veulent pas perdre la face, ne peuvent pas perdre la face non plus. L'Iran, le pouvoir iranien a été secoué par une tempête interne très importante avec des milliers de morts due à la répression violente qui a été faite par le pouvoir. Il s'est refait en quelque sorte une légitimité politique en manœuvrant très bien les éléments de langage sur ce conflit. Donald Trump, lui, a peut-être moins bien manipulé les éléments de langage, avec des déclarations tonitruantes qui n'étaient pas suivies des faits, mais il ne peut pas se permettre de ne plus apparaître comme le parrain de la stabilité pour les États du Golfe. Il y a un véritable débat central pour les négociations à venir. Merci beaucoup, professeur Boutin. En 2 mots, Hicham Ouattadid, quid de demain? Je pense en fait que les Américains, à mon sens, vont pas vouloir privilégier en fait une intervention militaire beaucoup plus large en fait dans la région, qui connaît très bien Donald Trump. C'est très bien qu'il ne privilégie pas ce genre de stratégie ou d'option en moins au niveau de la gestion des crises. Il va essayer de privilégier en fait la pression militaire sans une intervention réelle sur le terrain plus large pour tirer en fait gain au niveau des négociations. Sinon, si les Américains seront obligés vraiment d'intervenir, je pense que l'administration américaine ou la Maison-Blanche va essayer probablement de privilégier en fait des opérations chirurgicales pour neutraliser le point fort en fait à l'intérieur du régime pour aboutir ou pour pousser en fait ceux qui ont le réel pouvoir en fait en Iran de s'asseoir et de trouver, au moins d'essayer de trouver en fait une solution diplomatique pour cette crise ou une sortie en fait convenable pour les deux parties pour cette crise dans la région. Merci Hicham Ouattadid. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame Khalil. Merci à vous et merci également au professeur Christophe Boutin. Merci d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir enrichi cette discussion, professeur Boutin. Merci à vous. Et bien sûr, mes remerciements vont également à mon cher Fed Botal. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau et d'échanger avec vous sur ces sujets d'actualité. Merci encore une fois. Merci, plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.